Et maintenant, nous allons évoquer les compétences nécessaires pour réaliser les prestations de travaux. On était sur la thématique de la formation. C'est ce que nous allons aborder maintenant. Je vais inviter nos participants à me rejoindre. Maximilien Dubois, responsable du pôle observatoire Paris CDG Alliance. Bienvenue, Maximilien Dubois. Voilà, on peut vous applaudir. Aline Walik, qui nous rejoint également. Alors là, on va avoir un grand plateau. On va finir en beauté. Aline Walik, vous êtes responsable du pôle intégration constructif Île-de-France. Je vous invite à vous installer. Allez-y, mettez-vous là-bas. Joy Moreau nous rejoint aussi, chargé de mission emploi-formation de la Fédération française du bâtiment. Philippe Taupin, que j'ai vu tout à l'heure, directeur de Connexiance, l'Académie des métiers des travaux publics, FRTP Île-de-France. Bienvenue. Laurent Place également, qui nous rejoint, qui est directeur de l'EA CCIR. Laurent Plat. Alors, je croyais qu'il était arrivé tout à l'heure. Non. Alors, il est peut-être... on va faire sans. Stéphanie Hulot, voilà, que j'ai vu, on s'est dit bonjour, responsable du pôle compétences Paris CDG Alliance. Bienvenue. Alors... est-ce qu'on démarre? On va commencer avec vous, Maximilien. Des chiffres, vous avez les slides à nous montrer. Je vais vous laisser la manette. On va parler avec vous donc de la formation. On va commencer par des chiffres. Vous avez fait une étude qui va intéresser tout le monde. Exactement. Donc c'était dans le cadre de la concertation publique qu'on a lancé une étude à la demande du groupe ADP. Donc, la démarche a commencé en 2018. On a mené cette étude à partir de fin 2018. On l'a continuée début 2019. Et on l'a présentée en avril dernier. Ce qu'on a présenté, en fait, c'est deux choses. Ce sont les besoins en emploi liés à la phase de construction du terminal 4, mais également les besoins en emploi liés à la phase d'exploitation. D'où les chiffres qui vous ont été annoncés tout à l'heure. Entre 4 000 et 5 000 ETP par an attendus pendant la phase d'exploitation. Alors, sur une phase d'exploitation sur phase construction, pardon, qu'on a retenu entre 2022 et 2027, et 40 000 à 45 000 emplois pour la phase d'exploitation, donc à terme d'ici 2037. Alors, justement, je vais vous montrer la première slide. C'est le haut, d'accord. Donc, ce qu'on va vous présenter, justement, on va aller un peu plus loin au niveau des chiffres. On ne va pas vous donner seulement les 4 000 à 5 000 emplois attendus dans la phase de construction. On a voulu aller plus loin, vous donner non seulement une répartition des emplois par famille professionnelle, que vous pouvez voir à droite, mais également par année. Et ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais présenté, d'aller à ce niveau de détail, parce que l'objectif ici, c'était à ce stade, ça fait déjà 1 an que l'étude a été présentée, qu'on puisse aller plus loin et vraiment vous donner une perception finalement des besoins en emploi, des besoins en recrutement même, dont vous aurez besoin. Donc déjà, petit rappel, les chiffres que vous voyez ici, ça montre le volume d'équivalents temps plein annuel attendu par famille professionnelle, et ce sont les équivalents temps plein annuels attendus sur le site. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres emplois qui vont être générés en lien avec le terminal 4 lors de la phase de construction. Cependant, ces emplois ne sont pas pris en compte parce qu'on part du principe qu'ils seront externalisés. Ça peut être des emplois à Marseille, à l'étranger, etc. Et ça, on ne l'a pas pris en compte dans nos chiffres. On reste vraiment sur les emplois territoriaux. Et comme vous pouvez le voir, donc on commence en 2021 et on a déjà, donc, premier pic en 2021 dans les métiers des études. C'est logique. Dans un premier temps, on aura toutes les phases d'études. Donc, les ingénieurs d'études, les techniciens d'études seront sollicités pour déjà avancer sur le projet. Et ensuite, on a un deuxième pic qui apparaît en 2022 en termes de besoins d'emploi dans les travaux publics. Donc là, je vous montre, on a 1300 équivalents temps plein attendus sur site en 2022 dans les travaux publics. Donc là, ce n'est pas une surprise, c'est en lien avec le programme, le calendrier prévisionnel qui vous a été énoncé au début. Je crois que c'est M. Cadoul qui disait que dans un premier temps, ce seront les aires aéroportuaires qui seront construites. Et donc, on retrouve bien ces emplois dans les travaux publics en 2022. Et ensuite, vous pouvez voir une montée progressive du volume d'emploi sur l'ensemble des autres filières, notamment dans le gros œuvre, où vous voyez, on arrive en 2027 à un pic à plus de 1000 équivalents temps plein sur site. Donc, je répète, il y a une petite nuance dans l'analyse. On n'aura pas 1000 recrutements par an. Ça ne veut pas dire que là, il y aura 600 emplois, enfin 600 recrutements, 800 recrutements, 900 recrutements, etc. chaque année. C'est vraiment le nombre d'emplois sur site, chaque année. Alors, donc ces chiffres-là, on les a mis en avant, c'est bien.
Et maintenant, ce qu'on souhaite, c'est mettre en avant surtout les métiers en tension pour faire avancer les choses et pour mettre en avant justement les pénuries de main-d'œuvre à venir, voire même parfois des pénuries de main-d'œuvre qui existent actuellement, au vu notamment de la diversité du nombre de projets que nous avons dans le BTP. Alors justement, donc première famille de métiers auxquels on identifie un risque de pénurie de main-d'œuvre, ce sont les métiers des études, notamment les métiers d'ingénieur d'études et de technicien d'études. Alors là, on a deux situations un peu différentes. Pour les métiers d'ingénieur d'études, la difficulté va être de capter des publics plutôt seniors. En fait, on a peu de réserves de main-d'œuvre sur le territoire. On n'a que 900 ingénieurs d'études qui ont été recensés aujourd'hui dans la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise. Or, quand on regarde le nombre d'emplois attendus par année entre 2022 et 2027, on attend 450 équivalents temps plein. Donc vous voyez, c'est un surplus très important au regard du volume de main-d'œuvre que nous avons aujourd'hui sur le territoire un peu élargi. Au niveau des techniciens d'études, la situation est un peu différente. Nous avons une bonne réserve de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de techniciens d'études sur le territoire, mais la difficulté relève de la formation. Regardez, je vais vous présenter une carte. Donc vous aurez 4 cartes qu'on va vous présenter qui montrent l'offre de formation territoriale. Et là, vous voyez, plus le point est gros, alors déjà, quand il y a des points, ça veut dire qu'il y a une offre de formation qui prépare au métier de technicien d'études, et plus le point est gros, plus cela signifie que le nombre d'effectifs qui sortent de la formation est important. Donc on a des organismes de formation qui préparent au métier de technicien d'études, mais vous pouvez le constater, il y en a très peu sur le bassin d'emploi. Il y en a un qui est à Goussainville. Donc vous pouvez voir vraiment qu'il y a un risque, en tout cas à proximité, de trouver de la main-d'œuvre nouvellement formée. Il y a peu d'organismes de formation qui préparent au métier de technicien d'études. Autre métier touché également, en tout cas qu'on identifie comme à risque en termes de tension à l'avenir, donc les métiers d'ouvrier VRD et canalisateur et le métier de constructeur de route. Alors ça peut paraître surprenant parce que quand on voit le nombre d'emplois attendus dans le métier de constructeur de route, ce volume d'emploi est faible. On attend 45 ETP par an en moyenne entre 2022 et 2027, avec un pic toutefois en 2022, avec 70 équivalents temps plein attendus. Alors pourquoi on a mis ce métier en avant ? Tout simplement parce qu'il y a peu d'étudiants sortant sur ce métier chaque année, et en plus de ça, on a une très faible réserve de main-d'œuvre. Donc vous imaginez que quand on a 70 équivalents temps plein attendus, alors qu'on n'a qu'une réserve de main-d'œuvre de 160 salariés sur le territoire, et que 2022 c'est dans 2 ans, et bien voilà, il faut agir. Donc on peut montrer une cartographie également de la formation d'ouvriers VRD, et là je vais faire la transition avec le sujet de tout à l'heure, sur les besoins les solutions de recrutement, on voit qu'on a une offre de formation territoriale assez faible sur ce métier-là, mais qu'il y a des actions qui sont menées notamment par les branches, avec des plateaux techniques notamment qui sont développés pour remédier à cette carence. Autre besoin, les métiers d'encadrement de chantier. Donc là, le besoin, il n'est pas forcément quantitatif. On a quand même 360 équivalents temps plein annuels attendus entre 2022 et 2027 pour les conducteurs de travaux et pour les chefs de chantier. Mais la difficulté, c'est plus les compétences. En effet, on est plutôt sur des profils seniors. Généralement, ce sont des personnes qui montent en compétences, qui évoluent en termes de carrière et qui, au bout d'un moment, d'une certaine expérience, atteignent ces postes de chef de chantier et conducteur de travaux. Et il y a une compétence, ils montent bien sûr en compétence, mais il y a une compétence qui est difficile à acquérir sans formation, c'est la compétence numérique. On parlait de BIM tout à l'heure. Et justement, sur ces métiers-là, c'est tout l'intérêt, c'est de sensibiliser au risque justement de déconnexion sur la compétence numérique des conducteurs de travaux et de chefs de chantier. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater, c'est un chiffre issu de Pôle emploi, d'une enquête qui s'appelle BMO, Besoin en main-d'œuvre, qui montre qu'on a 85% de projets de recrutement qui sont jugés difficiles pour les conducteurs de travaux de niveau cadre sur le territoire. Voilà, une nouvelle cartographie éloquente, vous voyez, aucune formation sur le bassin d'emploi, vous voyez donc en bleu foncé, prépare au métier de conducteur de travaux, chef de chantier ou chef d'équipe. Et enfin, on finit donc par le cas le plus problématique, les métiers du gros œuvre. Là, on voit au total, on a 850 équivalents temps plein attendus, sur des métiers qui, en plus de ça, ont un déficit d'attractivité. On en avait discuté avec les CFA du BTP qui nous ont confirmé leur constat. Et quand on regarde l'offre de formation territoriale, eh bien là encore, on a peu d'étudiants sortants sur le bassin d'emploi élargi. Je le rappelle, je ne vous l'ai pas dit, mais ce qui va de Cergy à Marne-la-Vallée et en passant par le bassin de Meaux. Et là, sur le bassin d'emploi, notre bassin d'emploi, on n'a tout simplement pas d'offre de formation. Donc là encore, il y a un risque de pénurie très important qui existe déjà aujourd'hui et qui sera amplifié à l'avenir. Non, mais c'est bien. Après, on va parler des solutions, peut-être, on va voir. Mais... Ouais. Donc oui, au niveau du constat, donc là, je vous ai montré 4 familles professionnelles vraiment à fort risque. Il y en a d'autres. Il y a aussi les métiers, par exemple, de l'électrotechnique.
où on attend entre 100 et 120 équivalents temps plein entre 2022 et 2027 en moyenne. Et en plus de ça, ce qui est intéressant en termes d'action sur ces métiers-là, c'est qu'en plus, il y aura des besoins aussi sur la phase d'exploitation. Donc l'investissement sur les compétences, non seulement il servira pour la phase de construction, mais il servira également, et même d'autant plus, sur la phase d'exploitation. Parce qu'on retrouve des compétences communes. Et ça, du coup, ce travail-là que je vous ai présenté, c'est seulement sur la phase de construction, parce que ce sera vos besoins. Mais en plus de ça, voilà, il y a tout un travail sur les parcours que l'on a menés, notamment les parcours ensuite sur la phase d'exploitation. Et dernière remarque, pourquoi on s'est contenté à 2022-2027 ? Parce qu'au-delà, on n'a pas de certitude en termes de fiabilité. Et il faut savoir également qu'on va continuer à affiner ces chiffres-là, parce que comme on le présentait en introduction, il y a des incertitudes sur la structure, notamment du terminal. Donc, il y a toujours des incertitudes d'un point de vue quantitatif. Pour autant, on est sur une estimation macro, et cette estimation macro de 4 000 à 5 000 nous paraît très fiable et très fiable. Après, c'est plus sur la décomposition par métier, même plus par famille professionnelle, c'est aussi très fiable, mais plus par métier, où là, il peut y avoir des ajustements, et il y a des ajustements qui seront menés dans les prochains mois. Bien, alors très intéressant cette cartographie, ce panorama. On remarque quand même que le département central, en fait, le terreau, on va dire, le terrain de jeu, il manque un petit peu d'organismes de formation pour l'instant, sur les 4 métiers qui sont un peu en tension déjà aujourd'hui. Exactement, on a voulu le mettre en avant. Alors ça peut s'expliquer par deux faits. Déjà, nous sommes sur des zones plutôt peu urbanisées au nord, avec des communes qui ont finalement moins de population. Donc il peut y avoir un lien, vous le voyez, entre la densité de population et l'offre de formation. Toutefois, ce constat ne vaut pas forcément pour les communes situées dans la partie de la Seine-Saint-Denis ou dans le sud-est du Val-d'Oise, puisque là, nous avons également des communes quand même densément peuplées. Donc c'est ce constat de lien avec la densité vaut en partie pour le nord, mais ne vaut pas pour le sud. Donc on a quand même des difficultés potentielles à accéder justement à des jeunes nouvellement formés, vraiment à proximité de l'aéroport. Donc il va falloir mettre l'accent très fort, et c'est tout l'intérêt aussi d'anticiper, qui est un des mots-clés aujourd'hui, pour développer une offre de formation qui réponde à cette demande. Exactement. Parce que c'est dans quelques années, donc il faut le mettre en place dès maintenant, quoi. Exactement. Et pour votre info, pour l'instant, nous n'avons pas de CFA sur le bassin d'emploi dans le BTP. Nous avons les principaux CFA se trouvent en fait à proximité. Finalement, les points que vous voyez correspondent au CFA. Ici, c'est Berne-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. Ici, vous avez Auxerre. Donc dans Seine-et-Marne, il y a un CFA du BTP. Il y a également à Noisy un CFA et à Saint-Denis. Vous voyez, donc 4 principaux, j'ai dû en oublier peut-être un, mais voilà, 4 principaux CFA, et on n'en a pas sur le bassin d'emploi aujourd'hui en tout cas. D'accord, c'est une situation qui va certainement évoluer. Ça va donner des idées et des envies. On va faire le tour un petit peu de nos invités, et je vais en profiter aussi pour accueillir Monsieur Laurent Place qui nous a rejoint. Bienvenue. Voilà. C'était compliqué pour venir. Alors, on va commencer avec vous, Aline Walik, responsable du pôle intégration durable Constructis Île-de-France. Alors, quand on parle de formation et qu'on voit à quel point aujourd'hui, il y a une petite situation de déséquilibre quand même qu'il va falloir peut-être améliorer. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, les chiffres qu'on vient de voir ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, Aline Walik, responsable du pôle intégration durable à Constructis Île-de-France. Pour rappel, en fait, c'est l'opérateur de compétences des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des négoces de bois et de matériaux. Mais tous ces chiffres, oui, on les connaît. On sait qu'il y a des déficits sur les métiers cités. Et il y a... On développe la formation auprès des entreprises et des partenaires de l'emploi et de l'insertion pour essayer de remédier à ces manques qui vont avoir lieu dans les années à venir. C'est vrai que nous, on a 2 missions principales. La grande mission, c'est la formation des collaborateurs du bâtiment, des travaux publics et des négoces. Mais on a 2 axes. On a l'axe de la formation des salariés pour monter en compétence les salariés des entreprises. Et c'est vrai que sur des postes comme chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, tout ce qui est encadrement, c'est quand même une piste qu'il va falloir privilégier. Et là, aux entreprises de travailler sur leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour pouvoir développer la formation de leurs collaborateurs et de faire monter en compétences leurs collaborateurs. Parce que trouver des chefs d'équipe, des chefs de chantier sur le marché de l'emploi, mis à part
les jeunes diplômés, c'est pas si simple que ça. Il faut savoir qu'on a un service de proximité au sein de Constructis Île-de-France, justement pour accompagner les entreprises à analyser leurs besoins en formation et à mettre en place les solutions adéquates pour pouvoir former. Évidemment, accompagner au financement de ces actions de formation, notamment pour les TPE-PME, où là, on met un accent privilégié pour les accompagner dans la formation et dans le développement de leurs compétences. Et puis, on a un deuxième axe sur lequel on travaille, c'est effectivement la formation des demandeurs d'emploi. À savoir que depuis 10 ans maintenant, on développe des dispositifs de formation dans le cadre du recrutement, notamment un dispositif qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. L'objectif, en fait, est de former des demandeurs d'emploi à nos métiers, aux métiers dont les entreprises ont besoin, pour permettre à la fois aux entreprises de se constituer un vivier de candidats et puis à la fois aux demandeurs d'emploi de développer les compétences en lien avec nos métiers. Et donc, notamment, tous les métiers que vous avez cités, effectivement, on met en place des actions pour pouvoir développer les compétences des demandeurs d'emploi et ainsi permettre aux entreprises de pouvoir recruter des personnes qui vont avoir eu envie d'aller vers nos métiers, des personnes qui vont déjà avoir eu un vernis par les organismes de formation avec lesquels on travaille des métiers, de travailler sur des qualités premières qui sont attendues par les entreprises de notre secteur, motivation, ponctualité, assiduité, savoir-être. Ça, c'est des choses très importantes et ça, c'est ce que nos entreprises recherchent en premier parce qu'après, nos entreprises, elles forment, elles savent former, elles savent transmettre. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas l'envie, s'il n'y a pas la motivation et les qualités premières, c'est problématique. Et ça, il faut le travailler en amont. Et du coup, on travaille. L'objectif, en tout cas, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs, à la fois les donneurs d'ordre, à la fois les prescripteurs de l'emploi et de l'insertion, les organismes de formation, évidemment les organisations professionnelles. On est un outil aussi des branches et du coup, on travaille avec l'ensemble pour essayer de monter des projets qui vont répondre aux besoins. Alors justement, puisqu'on parle des fédérations, et Joy Moreau, vous êtes vous chargé de mission emploi-formation au sein de la Fédération française du bâtiment. Donc, vous êtes pas en première ligne, mais disons que vous êtes, c'est votre cœur de préoccupation, on va dire, ce qu'on évoque là, de trouver une bonne adéquation pour les années à venir entre la formation, tout ce qui est CFA et de les mettre en connexion avec les entreprises pour que justement on évite les problèmes de tension sur certains jobs. Oui, en effet, donc la Fédération française du bâtiment région Île-de-France s'est saisie depuis quelques années déjà de la question sur les compétences et notamment la formation. Et ainsi, sous la commission régionale emploi-formation qui est présidée par Jean-Paul Charpentier, qui est dirigeant de l'entreprise Charpentier, nous avons décidé de mener une étude QLab qui a permis de créer un outil. C'est une cartographie dynamique qui propose toutes les formations disponibles en Île-de-France qui mènent au métier du BTP. Nous avons également mené en 2019, en partenariat notamment avec Constructis et les services de l'État, un contrat d'études prospectives qui a permis de mettre en évidence un besoin de 45 000 emplois en Île-de-France dans le bâtiment d'ici 2024. Nous, donc, forts de ces constats et conscients de ces enjeux, nous travaillons depuis près d'un an pour montrer une image attractive de nos métiers, notamment les métiers qui sont en tension, qui ont été cités tout à l'heure, maçons, peintres, des métiers d'encadrement. Nous avons également noué plusieurs partenariats avec l'école de la seconde chance pour les jeunes qui sortent du système scolaire et qui ont du mal à rentrer dans le monde du travail. Également avec l'agence Défense Mobilité pour la reconversion des militaires. Nous avons également créé un partenariat avec l'Académie de Versailles sur la filière gestion Bac Pro Administration, parce qu'on a remarqué que nos entreprises adhérentes peinent aujourd'hui à recruter des assistants. Et donc, de manière générale, ces partenariats avec l'Académie de Versailles a pour but de rénover l'image du bâtiment auprès des prescripteurs, notamment auprès des professeurs et conseillers d'éducation.
Donc, nous avons également en interne SafeBat, qui est une cellule emploi-formation du bâtiment qui permet de recruter des collaborateurs pour nos entreprises adhérentes. Et enfin, nous avons le service emploi-formation qui accompagne aujourd'hui nos entreprises dans la constitution de leur dossier, dans l'application et l'explication des critères de prise en charge, et accompagne aussi dans tout ce qui est l'analyse de leurs besoins en matière de formation. Très bien. Et alors, quand vous parliez de la cartographie que vous avez mise en place sur l'Île-de-France, là on a vu une vision sur les 4 territoires directement concernés, les 4 départements. Cette cartographie, elle est disponible sur le site. Comment on la retrouve? Ça peut être intéressant d'avoir une vision sur l'Île-de-France des différents centres de formation. Elle va être disponible justement sur notre site internet. Donc vous pourrez venir la voir sans aucun problème. Très bien, parce que c'est important de voir effectivement, d'avoir une vision précise. On s'aperçoit que c'est un peu surprenant, hein, que cette disparité justement dans les centres de formation en fonction des territoires. Alors, si on parle métier, Philippe Topin, donc vous êtes très bien placé puisque vous êtes directeur de Connexience, l'Académie des métiers des travaux publics. Alors, on a beaucoup parlé du BTP, le travaux publics, c'est un petit peu... voilà, il y a un distinguo à faire. Vous, de votre côté, comment vous voyez cette situation? Alors d'abord, je veux peut-être un peu présenter Connexience. Bien sûr. Connexience est née d'une idée de la FRTP d'Île-de-France pour en fait anticiper tous les grands chantiers. La mission de Connexience est surtout sur 2 axes: la promotion des métiers et des travaux publics, parce qu'il nous faut du monde pour travailler. Et la deuxième, la formation pour les débutants ou pour les chevronnés, les gens, pour les monter en compétences. Parce qu'on parlait tout à l'heure des chefs d'équipe, mais les meilleurs chefs d'équipe que nous avons, c'est ceux qu'on a dans nos entreprises souvent, et qu'il faut faire monter et faire arriver comme ça. Souvent, on veut les chercher chez le copain ou ailleurs, et aussi naturellement dans les formations initiales. Mais bon, il faut rentrer là-dedans. Donc, pour expliquer plus clairement un peu ma mission, ou pratiquement, par exemple, nous travaillons pour la promotion des métiers. Nous sommes partenaires de la FRTP sur 2 projets. Un premier projet qui s'appelle le véhicule des métiers. Il s'appelle exactement le véhicule de promotion des métiers. C'est un food truck, c'est un petit bus qui a 2 missions. Une première mission, en fait, on fait renaître un bus qui allait dans les écoles, mais la deuxième particularité, pour ce qui nous intéresse tous ici, c'est que ce bus aujourd'hui aura une deuxième mission. On a des partenariats avec le Grand Paris, on a des partenariats avec des missions locales ou des départements qui veulent l'utiliser justement pour montrer et développer, expliquer quels sont nos métiers des travaux publics, parce que souvent on vous dit un mineur boiseur, mais alors là, si je vous pose la question souvent, ou un conducteur de finisher, les gens ne le savent pas. Donc nous pensons qu'il faut réexpliquer ces métiers. Voilà. Après, il y a un deuxième projet sur la promotion des métiers qui est là un peu qui s'ouvrira plutôt en fin d'année prochaine. Alors le véhicule, c'est pour mars. Et le deuxième projet qui s'appelle le démonstrateur, c'est qu'on voudrait faire une base qui sera plutôt, pour l'instant le lieu n'est pas défini, mais on pense à Jouy-en-Josas, chez nos amis de Tecoma. C'est un site où tout le monde pourrait venir et tout le monde pourrait poser des questions sur nos métiers pour redécouvrir nos métiers, revoir, et qu'ils sortent de là avec une vue de nos métiers et parfois des solutions positives scolaires, c'est-à-dire formation initiale, apprentissage continu. Donc ça, par exemple, pour la promotion des métiers, c'est ça. Pour l'autre partie, la partie de la formation, c'est essayer de détecter un peu ce que vous faites, ce que vous disiez, les trous dans la raquette. Si vous prenez des métiers qui sont très demandés en ce moment, il y en a 2, par exemple, qui sont par exemple les mineurs boiseurs, tout ce qui est dans les travaux de fondation. Il n'y avait qu'un seul centre, même en France, c'était la FortTP qui est à Montreuil, qui a gardé cette compétence. D'autres centres de la branche remontaient en ligne
grâce avec eux et en s'aidant, pour fournir les 300, 400 milliards dont on avait besoin. Demain, nos amis en parleront sûrement tout à l'heure, tous les travaux autour du rail. On va demander autour du rail, je ne sais pas, 600, 700 personnes. Alors vous allez me dire, autour de votre projet, mais le rail arrive, je crois qu'il y a des gros travaux, j'ai vu en venant, des gros travaux qui sont autour là, et on cherche des gens pour faire ça. Donc notre rôle est aussi d'aider à l'élaboration de projets, d'aider à tout ça. Après, c'est d'essayer. Bon, après, sur la formation, c'est pousser l'apprentissage parce qu'il en faut beaucoup. On a un challenge. Nos Jeux Olympiques, c'est de doubler le chiffre d'apprentis. Donc voilà, c'est de participer à cet effort. Et après, on fera on parlera de la formation, mais oui. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois votre courbe en 2022, parce que ça correspond, ça croise, ça se superpose, c'est tout ce que je voulais. Avec le Grand Paris, avec tous les travaux. Avec les JO, bien sûr. Tous les chantiers se déroulent un peu en ce moment, hein, au même moment. Donc, anticipons et travaillons ensemble pour trouver les hommes de demain. Pour accélérer le mouvement. Laurent Place, on a évoqué justement, vous êtes directeur de l'EA. On a évoqué, alors parlez-nous déjà peut-être un petit peu de l'EA, ce que vous avez... Oui, l'EA, c'est une école qui a été créée en 2016 par la Chambre régionale de Paris-Île-de-France. On a agrégé donc 5 écoles et 8 sites, en une école et 4 sites. Le but de l'opération, c'était d'être capable de répondre à toute la problématique de besoins en termes d'emploi sur la construction de la ville de demain. Donc nous, on part des travaux publics. On fait tous les métiers du BTP, on traite tout ce qui est biodiversité, biodiversité dans la ville, en zone urbaine, espace paysager. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Il n'y a plus aucun appel d'offres qui sort sans qu'on pense le verdissement de la ville, etc. Toute la partie connectivité aussi, très haut débit, Smart City, et Philippe en parlait. Toute la partie, on va dire, ferroviaire, mobilité urbaine et transilienne, tous ces aspects-là. Voilà. Ce qui est quand même positif, c'est que vous êtes dans le cœur du projet. Là. Tout ce que vous évoquez, oui. ça résonne complètement avec ce qu'on a évoqué depuis ce matin. Alors ça, c'est un travail qu'on a fait. Moi, je suis arrivé à la Chambre en 2013. On a fait ce travail-là entre 2013 et 2015. En 2015, on a agrégé ces écoles. Et aujourd'hui, on est 3 ans après. Donc là, on est vraiment... On est prêt, on avance bien. On a un plateau technique qui est en train de se construire sur le site de Bergenville au niveau du ferroviaire. 650 mètres de voies, avec un atelier SIG, signalisation, qui est déjà en activité et qui forme déjà des jeunes. 1650 apprentis, 200 et quelques jeunes en temps plein. On est à la fois un lycée, un CFA, et on fait de la formation continue. On forme à peu près 5500 personnes par an en formation continue dans tous ces métiers-là. Un peu plus de 157 métiers sur 4 sites. Un site sur Gennevilliers, on fait du bois et tout ce qui est ascensoriste, un peu mécanique. Un site sur la transition énergétique, Paris Intramuros à Paris-Gambetta. Un site sur Aubergenville, où on fait toute la fibre optique. Là, on a un gros plateau technique en fibre optique. Métier du bâtiment, fonction support de l'entreprise. J'entendais parler des GA tout à l'heure par madame. On fait tous ces aspects-là aussi. Et puis sur Juan-Josas, bien sûr, on a 10 hectares de terrain de jeu avec 27 machines où on accueille les collègues de Connexiance et du CPO qui viennent chez nous. Et on essaye de monter des clusters sur les sites sur lesquels on est. Voilà. Excellent, pour rapprocher au maximum la formation des entreprises, finalement. Voilà, l'idée, c'est de vraiment répondre aux besoins des entreprises. On a un mode de fonctionnement un peu particulier. À partir de 16h30, les établissements sont ouverts. Et ils sont ouverts à l'accès aux entreprises. On vient y faire ce qu'on veut. On y passe même des fois le week-end. Sur le ferroviaire, par exemple, on a passé plusieurs week-ends pour montrer et former des personnels des entreprises, entre autres SPI, Bouygues, qui sont venus chez nous et qui peuvent passer du temps là à former leur personnel tout en étant dans des locaux faits pour ça. Voilà.
Excellent, donc ça c'est à suivre, c'est bien, et ça serait même à développer. Vous avez des perspectives pour ouvrir d'autres sites sur les années à venir. Quand on voit les besoins qu'il y aura et quand on voit votre état d'esprit, je pense que ça colle vraiment. Avec la Chambre continue à créer des filières, elle crée 6 filières sur l'exemple de ce que nous on avait initié. Et donc là on va agréger une école supplémentaire à notre filière à nous, qui s'appelle le CFI et qui est basé sur Orly. Donc on est en train de voir ce qu'on peut faire avec cette école-là. Voilà. C'est une dynamique, c'est une vraie lame de fond. Le développement durable et la ville durable, c'est vraiment quelque chose qui imprègne l'ensemble des métiers et l'ensemble des secteurs d'activité. Voilà. Juste pour donner un exemple, les travaux publics aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de TP qui sont amenées à répondre à toute la partie verdissement. Et vice-versa. Des entreprises, il y en a très peu, mais il y a quand même quelques grosses entreprises de paysage qui sont confrontées à être sur les plates-bandes des TP. Bon, bah, nous, comme on est un peu la Suisse dans tout ça, on propose aux uns et aux autres la possibilité d'avancer et de former leur personnel dans ces domaines-là. Voilà. Excellent. Alors on reviendra après dessus. Stéphanie Hulot, vous êtes donc responsable du pôle compétences à Paris CDG Alliance. Donc votre quotidien. Bonjour, Stéphanie Hulot. Donc le pôle compétences chez Paris CDG Alliance regroupe donc plusieurs thématiques, donc l'emploi, la formation, l'alternance et la mobilité ainsi que l'insertion. Donc notre quotidien à Paris CDG Alliance, c'est de faire en sorte de réunir tous les partenaires locaux sur les cartes que vous a montré Maximilien précédemment. On agit sur 3 départements, sur le bassin d'emploi du Grand Roissy-le Bourget. Et notre objet social est de faire en sorte que les habitants de ce territoire bénéficient des opportunités, emploi et formation de ce territoire. On parlait tout à l'heure de richesse locale dans le recrutement. Et nous, notre ADN à l'Alliance, c'est vraiment de créer des opportunités, de mettre autour de la table tous les acteurs pour faire en sorte que les habitants puissent accéder à ces opportunités. Quand on entend entre 4 000 et 5 000 ETP prévus sur la phase de construction, c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis. Et donc, on a décidé à l'Alliance de commencer à travailler sur la filière BTP, qui n'était pas une filière dans laquelle nous avions l'habitude de travailler, puisqu'on était axé jusqu'à présent sur les filières des services aéroportuaires, de l'hôtellerie-restauration, le commerce, le tourisme, transport et logistique. Mais au regard de cette étude impact emploi, il nous a paru indispensable de créer une structuration filière sur le territoire propre au bassin d'emploi. Et donc, on a initié en 2019 des travaux en direction des organismes de formation et des CFA pour essayer justement de travailler sur l'attractivité de ces métiers. On parle beaucoup de formation. Alors effectivement, si l'offre de formation est assez faible sur le territoire, mais ça ne va durer qu'un temps, j'imagine qu'avec les opportunités, les OF, les CFA vont ouvrir avec l'aide de tous les partenaires. Il faut encore travailler sur l'attractivité de ces métiers, qui aujourd'hui, le retour qu'on a eu des organismes de formation et le retour qu'on a des structures d'accompagnement, telles que les missions locales, les structures emploi, c'est difficile aujourd'hui pour des 16-25 ans de s'orienter vers ces métiers qui ne font pas rêver, qui représentent, comme l'hôtellerie-restauration, des freins pour les parents qui souhaiteraient orienter les enfants dans cette filière. Donc nous, notre premier objectif, ça va être de comment on rend cette filière un peu sexy auprès des parents, auprès des étudiants, auprès des collégiens, et comment on travaille avec les organismes de formation pour faire connaître les métiers, au même titre que mes voisins. Mais on va s'attacher à ce territoire, rester vraiment dans le local. Donc on a eu, depuis 2016, la possibilité de travailler sur la filière hôtellerie-restauration qu'on a structurée avec des DRH d'hôtels de la plateforme, avec lesquels on travaille sur différentes solutions
de recrutement. Au même titre que la FFB et la CCI accompagnent les entreprises sur la réponse à appel d'offres, à l'Alliance, nous, ce qu'on voudrait, c'est travailler avec les entreprises pour que cette attractivité vienne d'eux. Et rien de tel que la parole d'un salarié pour donner envie peut-être à un étudiant ou un collégien de se dire ok, pourquoi pas, le BTP, c'est pas forcément mon premier choix, mais il y a telle perspective que ça peut être une option. Et donc nous, on voudrait vraiment travailler là-dessus, faire connaître les métiers, faire connaître les entreprises, créer des portes ouvertes dans les entreprises pour y amener des scolaires, des parents. Je sais que c'est déjà en partie fait. Le travail avec l'éducation nationale, chez nous, il est rendu plus facile parce qu'on travaille avec le campus des métiers. Et donc, on a cette possibilité-là de rentrer dans les établissements et de faire connaître la filière. Donc, on est vraiment sur deux axes. L'axe attractivité de la filière et ensuite, derrière, sourcing. Parce qu'une fois qu'on a rendu la filière intéressante, ou en tout cas qu'on a donné envie aux gens de se former dans ces filières-là, il va falloir aller chercher les gens et surtout, je parle de l'apprentissage, vous parliez de ça tout à l'heure, mais dans les autres tables rondes, ça a été aussi abordé. Lors de notre rencontre avec les organismes de formation et les CFA, un des constats, c'était que les jeunes qui commençaient en apprentissage ne tenaient pas sur la durée. Et donc, ce qu'on voudrait travailler aussi, c'est ça. C'est comment on sécurise le parcours de l'orientation. On a la chance, à l'Alliance, d'inaugurer une cité des métiers en février 2020. Donc, on va pouvoir, en amont, travailler sur l'orientation. Et ensuite, comment on sécurise ce parcours pour que les jeunes qui s'investissent dans un contrat d'apprentissage aient toutes les clés pour continuer le contrat et assurer derrière vers de la formation. Donc on a réfléchi, nous, en amont avec nos OF, enfin les OF avec lesquels on travaille et avec les CFA, à des moyens d'attirer du public et du moyen de les garder sur des parcours, mais c'est bien évidemment, c'est un travail qu'on ne pourra pas faire sans les entreprises, puisque cette connaissance des métiers, elle doit venir de vous. Nous, on n'est pas des spécialistes du bâtiment, du TP. Par contre, on est un ensemblier sur le territoire de toutes les structures dont vous pourriez avoir besoin pour mettre en place des solutions de recrutement. On met en place régulièrement des recrutements par le biais de forums. On a lancé l'année dernière la première semaine du transport et de la logistique sur le bassin d'emploi. Ce sera intéressant quand peut-être 2021, on puisse lancer cette semaine du BTP sur le bassin d'emploi du Grand Roissy-Le Bourget. Donc il faudrait voir ensemble comment on peut travailler sur cette attractivité. La semaine du BTP, bonne piste de faire comme ça des actions publiques, parce que quand on parle d'attractivité, je pense que vous, au sein de l'école, la Smart City, c'est quand même assez sexy. Les œuvres qu'on a vues tout à l'heure, quand on voit la Fondation Vuitton, alors forcément, tout le monde ne travaille pas sur la Fondation Vuitton, mais aujourd'hui, on est dans un renouveau quand même assez fort du BTP en termes de matière, de matériaux, d'élan architectural. On est quand même dans une superbe dynamique aujourd'hui. Ça touche les économies d'énergie, on a beaucoup parlé du BIM tout à l'heure. Donc il y a plein de nouvelles donnes qui se créent autour, des nouveaux métiers aussi. Donc il y a quand même, en termes d'attractivité, c'est un bon moment pour pousser un peu la machine, d'autant qu'on a un bon nombre d'apprentis en ce moment aussi. Donc les voyants sont quand même assez positifs, peut-être aujourd'hui, puisqu'on est en début de projet. Oui, il y a une forte transformation du produit fini. Oui. Des nouveaux métiers, il n'y en a pas tant que ça. Il y a surtout une grosse évolution sur les métiers du BTP. Oui, aujourd'hui, un électricien, quand il pose un pot sur un bâtiment BBC, s'il en fait 10 comme on en faisait il y a 10 ans, ça fait une fenêtre ouverte. Il n'a pas la qualif. Il faut qu'il recommence. Faut étancher chaque pot, etc. Les compétences ne sont plus tout à fait les mêmes. Néanmoins, les métiers du BTP, ils sont toujours là. Et il y a en effet un vrai savoir-faire et une vraie plus-value à travailler dans le BTP aujourd'hui. Je vais vous citer juste une petite statistique de Léa qui date de 2017. Donc, vous savez, on fait toujours une enquête à la fin, 7 mois après, pour savoir qu'est-ce que tu es devenu, combien tu gagnes, etc.
Sur Léa, j'ai de tout. Je pars du CAP jusqu'au bac plus 5 en fonction des métiers et des possibilités qu'on a. Un bac plus 4, c'est 1934 € brut en 2017. Un CAP, 1924 € brut. Donc ça peut être un argument très clair. À quoi ça sert quand on maîtrise un métier? Ça vaut peut-être le coup d'aller travailler, quitte à retourner à l'école après pour monter en gamme et puis devenir par exemple chef de chantier ou chef d'équipe. Parce que comme disait madame, pour être chef de chantier ou chef d'équipe, il faut avoir un petit peu crapahuté dans les vides sanitaires et dans les combles pour comprendre comment ça se passe, y compris pour faire le bureau d'études, pour ne pas se tromper. C'est toujours utile. Donc ça veut dire que quand on va chercher du public pour les former, ben forcément dans ce cas-là, on déshabille un peu Pierre pour habiller Paul, et il faut penser à alimenter les métiers de base, et donc à aller chercher des jeunes et des filles, parce que moi j'ai la chance d'avoir des établissements où j'ai moitié de filles, moitié de gars, mais pas dans le BTP, elles sont plutôt dans les métiers du tertiaire, mais ça change aussi l'ambiance et les vocations, hein. En menuiserie, j'en ai beaucoup. Actuellement, en première année, j'ai 5 sur 12 personnes, j'en ai 5 qui sont un public féminin qui vient... Des jeunes femmes qui viennent dans ces métiers. Ouais, vers les métiers de la menuiserie. Voilà. Très bien. Mais pour rebondir sur la féminisation des métiers, c'est une de nos priorités également. On l'a travaillé, la féminisation des métiers, sur les métiers de la piste, où aujourd'hui, on a des expériences qui fonctionnent bien au local et bien évidemment, on part aussi sur cet axe de féminisation des métiers. Pour revenir sur ce que vous disiez, une visite d'un chantier réalisé avec une classe ou avec des jeunes de mission locale, ça peut aussi apporter toute sa valeur et tout son sens pour aller dans une filière qui n'était pas éventuellement choisie au départ. Et donc sur cette semaine un peu rêvée qu'on aimerait, il y aurait aussi des points forts comme ça, où il y aurait un échange avec d'anciens apprentis qui pourraient faire part de leur expérience, et le salaire est fortement... c'est une des questions qui vient en premier quand il s'agit d'orientation. Donc ça veut dire qu'on pourrait comme ça ponctuer d'événements marquants, des visites de chantier, donc ce que nous on appelle ça des éductours, des visites dans les entreprises, des visites de CFA et pourquoi pas une journée, on parlait d'assembler les TPE, PME, pourquoi pas une journée dédiée au recrutement sur les opportunités emploi qui vont être générées par les années, par la construction. Oui. Oui, juste 2-3 petites statistiques. Un jeune sur 2 qui arrive dans le bâtiment, il arrive par le premier cercle. Papa, maman, tonton, copine, etc. Vous savez quel est le deuxième prescripteur? Le deuxième prescripteur, c'est le PP. Enfin, pas le PP, le papy. Hein. Le PP, le prof principal de collège. Donc, une des cibles principales que moi, je vise sur les bassins de poids sur lesquels on est, ce sont les profs principaux. Donc, moi, je veux voir les proviseurs, les principaux, etc. pour rencontrer les profs principaux, pour les mettre dans nos ateliers, pour leur faire découvrir ce que c'est que notre métier et leur dire à eux, regarde, il va gagner sa vie pour avoir une famille et ça se passera bien. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment de base. Après, la petite portion qui reste, c'est tout l'argent qu'on met dans la com, etc. Et on en passe, c'est les meilleurs. Un autre paramètre important, c'est le stage. Le stage très jeune, ça c'est important parce que le stage, ça permet aussi de moins se tromper. C'est-à-dire d'avoir une vraie vision du métier. C'est ça, avant de se lancer. Savoir si on a envie de travailler dehors ou si on aime plutôt être à l'intérieur ou si on aime plutôt les trucs techniques ou les trucs où on réalise des choses plutôt importantes. Enfin voilà, il y a tout ça aussi. Hein. Les salons aussi, ça peut être une piste. Hein. Il y a Batimat, un gros salon. Oui. Moi, je voudrais juste intervenir suite à ça par rapport aux entreprises qui sont aussi dans la salle. Et leur implication est aussi extrêmement importante pour aussi attirer. C'est-à-dire que on peut, quand on est une TPE, PME, c'est pas simple en fait. Hein. On a du mal à trouver le public, mais c'est pas simple pour une TPE, PME aussi d'intégrer une nouvelle personne parce que c'est un risque, parce qu'on est à petite
taille, parce qu'en fait, on a du mal à déléguer des personnes au sein de l'entreprise pour intégrer la personne, parce que on a besoin de toutes les personnes sur les chantiers pour répondre. Et ça, c'est l'implication des TPE-PME pour intégrer les collaborateurs sont importantes. C'est vrai que dans le cadre des projets qu'on met en place, je rejoins sur les stages pour les CFA, mais en fait, sur toute la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les jeunes à intégrer, mais il y a des demandeurs d'emploi à intégrer, il y a un public travailleur handicapé qui peut aussi trouver sa place sur certains chantiers. Du coup, on est vraiment sur un public qui peut être très large et on a besoin de vous pour intégrer ces personnes, pour leur faire découvrir. Il existe des prestations à la fois au niveau de Pôle emploi, à la fois au niveau de nous, ce qu'on gère de la POEC, où on met en place des stages en entreprise pour que vous puissiez intégrer tous ces publics pour leur faire découvrir et leur donner envie. Sachez aussi qu'on met en place des diagnostics RH pour vous, TPE, PME, afin de pouvoir vous aider et vous accompagner à absorber des nouveaux collaborateurs, à intégrer des nouveaux collaborateurs dans vos effectifs pour que ça se passe au mieux. Parce qu'en fait, on le voit aussi que on a du mal à aller les chercher, à trouver le public. Mais une fois qu'on les a, il faut les tenir et les maintenir et les fidéliser dans les entreprises pour éviter qu'ils quittent très rapidement les entreprises. Et là, c'est à vous, en fait, entrepreneurs, de pouvoir jouer le jeu, en fait. Ce qu'évoquait Stéphanie tout à l'heure, et c'est vrai que là, soit il y a des fois une mauvaise orientation, soit il faut vraiment consolider l'intégration du jeune dans l'univers. Vous vouliez rajouter ? Moi, je voulais revenir sur la proximité des centres de formation. C'est sûr, c'est quand vous travaillez sur des formations de travaux publics, il nous faut de la place. Quand on fait un certain nombre de changements, il nous faut de la place. Dans les CFA, même les CFA qui travaillent autour de nos métiers, n'ont souvent pas assez de place pour faire évoluer les engins ou un certain nombre de choses. Nous, ce qu'on pratique beaucoup à la FRTP, c'est dans tous les départements, c'est ce qu'on appelle les plateformes. Monsieur en a parlé. Alors, comment ça se passe une plateforme ? On peut parler de Saclay, par exemple, comme projet, mais j'en ai d'autres. Le TGV a fonctionné comme ça. C'est en fait le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage associé qui a été moteur de toute la démarche. C'est-à-dire qu'ils ont créé un centre de formation dans l'environnement du grand chantier et les centres de formation venaient sur cette plateforme faire les formations à domicile. Et ça, nous sommes rompus. La ForTP l'a fait encore dernièrement. On est rompu à cette démarche-là. On est conscient. Le problème, c'est de trouver des espaces comme ça. Si on n'est pas aidé par les maîtres d'ouvrage, on n'y arrive pas. Moi, je dis toujours, je veux bien faire une formation au milieu de la place de la Concorde. Ça me va bien. Mais il y a plein de pavages à faire. Mais on n'a pas de place. Donc, on ne sait pas trouver les places. Nos centres sont souvent, à l'exception de Montreuil, qui était une exception et qui aujourd'hui est vraiment le fer de lance de notre implantation en Île-de-France. Mais nous, les centres, parce que j'ai oublié de dire, en fait, derrière Connexion, il faut savoir qu'il y a 7-8 centres. Il y a Léa, il y a tous les centres, il y a le Sésame, il y a l'Eiffel, il y a aussi l'ESTP, il y a aussi, aujourd'hui, on est en train de négocier avec l'AFPA, avec l'École des Ponts, avec le CESI. On est en train de travailler en meute, entre guillemets, pour vous aider, pour aider les entreprises. Mais si vous voulez des travaux pratiques à proximité, il faut que vous nous aidiez. Nous, on viendra, on est volontaires pour venir. Tous les centres, je me tourne, on est volontaires pour venir chez vous. Pour l'apprentissage a évolué avec la loi Macron. Aujourd'hui, l'apprentissage n'est pas forcément enfermé dans un CFA. L'apprentissage peut être hors de mur. Cette plateforme peut accueillir aussi. Donc, on peut travailler ensemble sur les choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de monter leur propre centre. Ils ne font pas des grandes trucs. Ils font des bungalows confortable, on n'est pas on va travailler n'importe comment. On fait des bungalows confortables et un espace. La SNCF vient de prêter, je sais, des locaux à quelqu'un, un espace pour que les formations autour du rail se fonctionnent. Je crois que c'est chez toi, ça fonctionne comme ça. C'est la meilleure façon et nous, on viendra, on s'engage à ça. Quant à notre véhicule de promotion, c'est une chose qu'il faut qu'on développe. La promotion des métiers, oui. La mère de famille, le principal, je suis tout à fait d'accord. C'est tout à fait d'accord. Des leviers d'amélioration, oui.
Un autre paramètre important à savoir, c'est qu'un jeune de niveau 5 qui se forme pour un CAP ou un jeune de bac, la zone de chalandise de ce jeune-là, sur son premier apprentissage, c'est entre 8 et 11 km. Donc ce qu'on fait, nous, c'est quand on a une entreprise qui a un besoin. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de travailler avec Bouygues, ils ont des besoins à Limoges, à Brive et à Vannes. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Nous, j'ai un service commercial qui s'occupe de ça, qui est en contact avec à la fois Pôle emploi, tous les opérateurs qui sont dans le secteur, par exemple, de Vannes. Et on va aller chercher les 3-4 personnes qui sont susceptibles de s'engager dans la formation. Et on les fait venir chez nous pendant la période de formation, ou une période courte comme on fait, c'est-à-dire un mois complet ou 2 mois, et c'est tout le monde en même temps, ou en alternance, en fonction de ce que l'entreprise veut. Et au bout du compte, l'intérêt, c'est quand ils ont fait leur formation et qu'ils retournent chez eux, ils sont à 8 km de l'entreprise, et c'est faisable. Et il y a une vraie sécurisation de l'emploi sur cette personne-là, surtout pour l'entreprise, parce qu'il arrive à l'heure le matin. Et on ne va pas le chercher à Aubergenville pour aller travailler à Brive-la-Gaillarde. Voilà. C'est aussi une méthode qu'on applique, qui est un peu la formule, parce que c'est de l'intra ou de l'inter, et on a essayé de trouver un modus vivendi entre les deux. Voilà. Et ça fonctionne aussi. Donc, beaucoup de bonnes pistes à explorer, à exploiter. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur l'intégration des jeunes, justement? Stéphanie, vous vouliez un petit peu... Bon, ça peut se discuter après, peut-être, devant un verre. Je vais vous donner un micro. Attendez, je vous donne le mien. Merci. Oui, on parlait tout à l'heure de l'intégration de jeunes, parfois en insertion. On a remarqué, puisque finalement, dans l'entreprise, il y a un objectif, c'est réaliser le chantier dans les meilleurs délais, gagner de l'argent. Et parfois, quand on impose à quelqu'un, un chef de chantier, qui va accueillir quelqu'un en insertion, quand on leur impose quelqu'un, c'est le boulet. Et c'est le boulet très vite pour l'équipe. Alors, ce qu'on a essayé de faire, nous, effectivement, on a monté des ateliers de sensibilisation des encadrants. On s'est rendu compte qu'effectivement, entre la nécessité que représentait le respect des 5 ou 7%, par exemple, qu'on l'évoquait tout à l'heure, cette nécessité-là, elle ne passait pas forcément naturellement de celui qui signait le marché par rapport à celui qui devait avoir en charge le jeune en insertion ou le moins jeune. Et à travers ces ateliers, on en a fait avec Razelbeck et avec Valentin, en tant que phase Val-de-Marne. Et on a vu toute la réussite que ça a permis, parce que finalement, l'équipe agrégeait cette personne beaucoup plus facilement. Et on a eu des succès patents. C'est une piste qui est intéressante à développer aussi, ça. C'est une très bonne piste. On prend, puisqu'effectivement, avec le groupe ADP, on est engagé dans l'insertion par le biais des clauses. On va essayer de contribuer à l'atteinte de l'objectif des 7%. On a initié un travail avec tous les acteurs du territoire, les 3 départements, les facilitateurs. On en est aujourd'hui à une phase d'expérimentation. On va expérimenter le travail collaboratif. Donc 3 départements autour d'une même table pour voir comment on source le public et comment on l'oriente pour qu'il colle au mieux aux besoins de l'entreprise. On est pour l'instant dans une phase expérimentale, donc on expérimente en mars, à partir du mois de mars, un chantier de nettoyage. L'idée, c'est qu'on puisse justement travailler avec les acteurs locaux. On a un projet de convention aussi avec les entreprises attributaires des marchés pour justement, pourquoi pas, intégrer tout un process d'accueil de la personne sur les clauses. On avait même réfléchi, nous aussi, à une période à se dire on ne flèche pas les personnes qui sont en clause, c'est-à-dire qu'on le flèche chez nous, on le flèche auprès des conseils départementaux et des facilitateurs, mais on oriente les candidats sans les flécher clause. Bon, alors après, c'est vrai que pour tenir compte des chiffres, il faut quand même que l'entreprise puisse aussi répondre à un certain nombre d'heures closées. Donc, on est vraiment en train de réfléchir justement pour pas que la personne qui arrive dans l'équipe soit stigmatisée, comme vous dites, boulet.
Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec le groupe ADP, les facilitateurs et les départements. Bien. Alors, beaucoup de bonnes pratiques à suivre et puis à mettre en action. S'il n'y a pas de questions, bien, on va vous remercier tous les 6 d'être venus nous parler formation. Merci à vous toutes et à vous tous. Et je vais maintenant donner la parole à Elisabeth Lemasson pour un mot de conclusion sur cette belle journée d'échange. Merci. Ah oui, tout à fait. Belle journée d'échange, très riche. C'est la première vous l'avez compris, d'une longue série. C'était nos premières rencontres. Je suis ravie que vous soyez venus nombreux. J'espère que vous en avez retiré des bonnes pratiques, des idées. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, je pense que ça a donné plein d'idées de pistes d'action qu'on va tester. Je voulais remercier surtout les organisateurs, ceux qui nous ont aidés à organiser ces rencontres, les 3 CCI, les 3 CMA, les 3 MEDEF, la CGPME, sans l'aide desquels on n'aurait pas pu monter cette belle journée. Bien sûr aussi les directions internes de l'entreprise qui ont été à nos côtés pour cette organisation et je les en remercie personnellement. Donc, on va clore cette journée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Je ne sais pas quand, mais ça sera probablement d'ici 1 an. Et donc, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Tout à fait. Donc, à suivre, comme vous le dites, Elisabeth, on se retrouvera certainement l'an prochain. Il y aura plein d'événements. Comme vous l'avez vu, il y a des organismes à suivre. On a parlé du site qui est dédié au Terminal 4. On pourra suivre l'évolution. Ah, je savais qu'il y avait une petite, j'ai oublié un truc. Petite idée. Vous avez eu un questionnaire de satisfaction. Il y a un questionnaire de satisfaction. Donc, n'oubliez pas de le remplir, c'est important pour nous. Et puis il y a une question qui n'est pas dans le questionnaire, mais que j'aimerais bien que vous mettriez, si vous pouvez le mettre, c'est-à-dire le nombre de contacts et d'échanges que vous avez eus, parce que pour nous, c'est un indicateur de savoir combien de personnes vous avez pu rencontrer. Nous, c'est important pour mesurer un peu l'effet réseau de ces rencontres. Voilà. Merci. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette première journée. Il y en aura d'autres, ça a été très fructueux. Et on vous donne rendez-vous sur les chantiers et puis en 2021 très probablement. Et d'ici là, de bonnes affaires. Et le cocktail vous attend. On va justement prolonger cette belle journée autour d'un verre. Ça sera l'occasion d'échanger. À très bientôt.